Merci, bonsoir à tous. Merci, cher Emmanuel, d'avoir introduit ce deuxième moment d'échange. Donc, après la perspective macroéconomique, place maintenant à la perspective plus microéconomique. Quels enjeux pour l'entreprise? Donc, je suis très heureux d'accueillir à cette table ronde, au nom de l'Association des journalistes économiques et financiers, et puis de Sociétal, bien sûr, Anne-Marie Idrac, Isabelle Patrier, Louis Gallois et Cyprien Canivin, qui vont bientôt me rejoindre et que je vais avoir l'occasion de représenter en détail. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Prenez place. Alors, Anne-Marie Idrac, vous êtes la présidente de France Logistique et de SANEF, après avoir été secrétaire d'État au transport et au commerce extérieur et avoir dirigé la SNCF et la RATP. On fait difficilement mieux comme CV dans ce pays. Isabelle Patrier, vous êtes directrice France de Total Énergie, qui est évidemment le premier énergéticien privé français pour lequel vous travaillez depuis plus de 30 ans. Louis Gallois, vous êtes le coprésident de la Fabrique de l'Industrie, après avoir été évidemment haut fonctionnaire, puis entre autres à la tête de la SNECMA, d'Aérospatiale, de la SNCF, d'Airbus et du conseil de surveillance de PSA, qui est maintenant dans le giron de Stellantis. Quant à Cyprien Canivinck, vous êtes un peu la caution jeune de cette table ronde. Vous êtes le directeur de la stratégie et du développement international chez Thales, après être passé entre autres par la Cour des comptes et le secrétariat général pour l'investissement. Donc vous connaissez tous la règle. D'abord, chacun d'entre vous va pouvoir présenter 3 minutes, pas plus, on s'est mis d'accord, hein, une idée forte sur le thème que je rappelle, perspective et avenir du libre-échange, quels enjeux pour l'entreprise. Je vais d'abord donner la parole à Anne-Marie Idrac. Je vous laisse commencer. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Des choses ont déjà été dites dans la précédente table ronde et globalement, moi je suis plutôt d'accord, pardon, cher Christian, avec Antoine Bouette. Pour les entreprises, il y a, à mon avis, dans ce que j'appelle une riposte européenne, 3 choses qu'on peut mettre en avant. Bon, évidemment, on ne va pas arrêter Trump. Hein. Bon, je ne pense pas que ce soit d'ailleurs le but. Le but, c'est comment on s'en accommode, comment on réagit, comment on riposte. Bon. J'essaie de donner 3 idées à peu près concrètes. La première idée, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Le Mercosur. Bon. Et donc, par exemple, les vins et spiritueux qui vont être handicapés par rapport à leur vente aux États-Unis, ils ont un marché de 270 millions d'habitants qui les attend. Et en prime, l'Europe ne s'est pas trop mal débrouillée sur le contingentement et les normes qui vont s'appliquer aux produits sensibles agricoles, en particulier le filet de bœuf et les volailles. Dans cet accord, je trouve une autre chose intéressante, c'est que ça nous permet de diversifier pour certains minerais sensibles nos approvisionnements. Pas des masses énormes, mais quand même, ça nous permet cette diversification. Et puis enfin, c'est un avantage compétitif pour nous, parce que jusqu'à nouvel ordre, ni les États-Unis ni la Chine ont ce type d'accord. Les États-Unis sont même en train d'essayer de démolir ce qu'ils avaient d'équivalent avec les autres pays d'Amérique du Nord. Bon, voilà un exemple de la manière dont on peut faire, et puis bon, un exemple pratique de ce que vont pouvoir faire les entreprises européennes, y compris françaises, dans les prochaines années. Le deuxième chose, ce sont les droits de douane internes. Parce que soi-disant, on a un marché unique, mais en fait, il y a des droits de douane internes. Alors, ce ne sont pas forcément des droits de douane au sens habituel, mais ce sont ces droits de douane insidieux et complexes que sont les fragmentations de marché, les obstacles non tarifaires, etc. Donc, tu as à juste titre parlé du sujet un petit peu serpent de mer, de l'unification des marchés de capitaux. Et on sait aussi qu'il y a les sujets des télécoms et de l'énergie. Mais il y a des choses beaucoup plus concrètes hein, sur la reconnaissance des métiers ou dans...
on a dit, je m'occupe de logistique, les questions aussi pratiques et éventuellement handicapantes pour l'accès au marché que sont les étiquetages dans le B2C ou le recyclage. Donc là, il y a des politiques sur lesquelles je pense que les entreprises peuvent s'exprimer globalement, mais surtout secteur par secteur. Il faut simplifier cette chose-là parce que ça facilitera l'accès aux marchés de proximité que sont les marchés du marché unique. Troisième plan, c'est l'histoire du level playing field. Alors oui, comme Lionel l'a rappelé, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire en matière de sauvegarde, de défense. Il y a les fameux mécanismes d'ajustement aux frontières. Bon, je ne sais pas qui a compris quelque chose, mais enfin, certainement les professeurs qui nous ont précédés. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à voir le level playing field un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se débrouille, nous, Européens, nous Français, pour ne pas se mettre en situation de dégradation de notre compétitivité, pour ne pas charger la barque en handicap compétitif, qu'ensuite il faut aller compenser avec des systèmes aux frontières. Donc voilà trois pistes un peu intermédiaires entre la politique et le sujet entreprise que je voulais mettre sur la table, avec une petite satisfaction, c'est que l'idée de souveraineté, bon, quelquefois on l'appelle autonomie stratégique ouverte, enfin bon, quel que soit le vocabulaire, c'est plutôt une diffusion d'idées françaises, bon, qu'on a été nombreux dans différents cercles à essayer de faire passer ces dernières années, mais qu'on pourrait concrétiser, ou en tout cas faire avancer au moins un peu, sans pouvoir tout arrêter du protectionnisme de Trump, sur par exemple les trois dimensions que je propose. Merci beaucoup pour ces préconisations très concrètes. Isabelle Patriet, je vous laisse prendre le relais avec votre proposition, qui rejoint d'ailleurs un peu ce qu'a dit Anne-Marie Idrac, dans l'idée de ne pas dégrader la compétitivité des entreprises françaises et européennes, bien sûr. Oui, tout à fait. Et je vais reprendre la une des Échos de ce week-end pour faire l'introduction de ce que je vais vous dire. Ouais, il faudra essayer de citer le point la prochaine fois, ça serait sympa. Je ferai un effort. À la une des Échos, tout en haut, samedi, il y avait Terre rare, le chantage chinois. Pékin va contrôler les exportations de ces produits qui contiennent des terres rares. Réponse, deuxième alinéa, réponse immédiate aux décisions américaines. Troisième alinéa, Bruxelles réfléchit de son côté à imposer une part minimum de matières premières d'origine européenne. Bruxelles réfléchit. C'est un peu le sujet, au fond, aujourd'hui, qui nous préoccupe, c'est-à-dire que le libre-échange a permis, et le président l'a bien mentionné, de développer une activité, un accès à tout un tas de produits, d'énergie, et une évolution de la démographie et de la population mondiale pour lui permettre de se développer. Mais au fond, la fin d'un certain multilatéralisme fait qu'on a besoin aussi de protéger et de soutenir nos entreprises. Et le sujet est probablement là. Et pour pouvoir le faire, en fait, il faut des règles qui soient miroirs entre celles que nous avons pour nous, Européens, et celles qui sont pratiquées, soit vis-à-vis de nous, soit dans les deux autres blocs qu'on a évoqués tout à l'heure. Et je rejoins ce qui a été fait, ce qui a été dit. D'abord, dans un monde fragmenté, si vous n'êtes pas reconnu comme une puissance qui économiquement est compétitive, qui peut réinvestir ses résultats dans l'innovation, quand vous avez quand vous avez un coût du travail qui est celui que nous connaissons, si vous n'êtes pas dans les hautes technologies, vous n'absorberez pas et vous ne serez pas un leader. Or, on a un certain nombre de filières leaders sur le territoire européen et en France en particulier, l'aéronautique. Je pense que vous en êtes des témoins et des acteurs, tous les trois, assez représentatifs, mais pas que. On a un certain nombre d'industries avec des vraies capacités et on a parlé tout à l'heure du Buy European Act. Quand la commande publique permet à ces entreprises de pouvoir se développer, ça fait partie de ce que nous avons et ce que nous pouvons protéger. Quand vous avez un Green Deal, quand vous avez un France 2030, mais que vous essayez de faire venir des usines sur le territoire français, que vous développez ces usines, que vous créez des produits français, mais qu'en même temps, vous ne protégez pas vos frontières pour empêcher
les autres produits, notamment chinois ou américains, à rentrer dans ce gruyère européen parce que vous n'avez aucune protection, en fait, c'est là aussi que vous avez un potentiel de développement de vos entreprises européennes. Et aujourd'hui, quand vous avez un certain nombre de filières et que vous n'avez pas de préférence européenne, vous utilisez les impôts des Français, l'argent des Européens, les impôts globalement de tous ces citoyens pour créer un Green Deal, financer une attractivité, mais à la fin, en fait, vous ne la protégez pas du tout, parce que vous n'avez pas du tout protégé vos frontières, et en fait, vous ne mettez pas des conditions dans l'attribution et dans le développement de ces molécules pour pouvoir interdire aux autres, et vous ne les contrôlez pas non plus sur les règles que vous appliquez à vos entreprises et aux règles que vous appliquez aux autres. Je vais vous donner juste peut-être un exemple. Avec l'argent des Français à la commission mixte paritaire de février dernier, on a créé avec un crédit d'impôt pour compenser l'écart, je vais vous parler de ce que je connais, entre le kérosène et les carburants d'aviation durable, les SAF, puisqu'il y a un écart de prix entre les deux. Créé à partir de biomasse européenne, avec des règles très claires pour les entreprises européennes. Le jour où ça a été adopté, ce sont des Chinois qui sont venus nous appeler pour nous demander nos contacts compagnies aériennes, on est d'accord, pour pouvoir vendre leurs molécules chinoises, fabriquées à partir d'huile de palme, mais comme personne ne contrôle, on fait des règles, on ne les contrôle pas, avec absolument pas de biomasse. Ils ont un faux certificat de biomasse, puis ils vont s'arrêter quelque part. Il n'y a que le Royaume-Uni qui commence à véritablement contrôler et à bloquer tout ça. Et effectivement, avec l'argent des Français, on va sponsoriser une industrie qui bénéficie d'un dumping gigantesque en Chine, sans aucun contrôle aux frontières. Voilà. C'est un peu la façon dont nous agissons et dont on pourrait protéger nos industriels et nos entreprises. Merci beaucoup Isabelle Patriet. Juste une petite remarque, les micros restent toujours ouverts même quand on ne parle pas à la tribune, donc on vous entend si vous échangez. Je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. Alors, s'il ne fait aucun doute que Pékin et Washington défendent ardemment leurs propres entreprises, on peut parfois en douter côté européen, on a l'impression. Cependant, selon vous, Monsieur Gallois, il faut faire attention à ne pas tomber non plus dans le protectionnisme. Je crois que c'est ça l'idée que vous voulez développer. Je vous laisse la parole. Je voudrais dire un mot sur Trump, puisque tout le monde en a parlé. Moi, je suis l'accord avec les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis. On peut en penser ce qu'on en veut, mais il y a un accord. Ce que je crains, c'est que cet accord soit un moyen pour Trump de remettre les choses... de recommencer un round de négociations. Parce que nous ne respecterons pas les 600 milliards d'investissements et certainement pas les 750 milliards de dollars d'acquisition de produits pétroliers. En plus, Trump y a ajouté quelque chose qui n'est pas dans l'accord, mais qu'il a dit dans sa conférence de presse, c'est les achats de matériel de défense. Alors que l'Union européenne avait... convenu qu'il fallait inverser. Actuellement, nous achetons 65% à peu près des matériels de défense européens aux États-Unis, et il avait été convenu qu'on s'efforcerait de faire l'inverse, c'est-à-dire 65% en Europe, et 35% l'exportation. Donc là, il a tous les leviers pour remettre en cause l'accord sur le commerce, s'il en a envie. Et je pense qu'il y a une véritable question. La seconde question, c'est celle qu'a évoquée Christian de Boissieu, mais c'est celle de la dévaluation du dollar. Moi, j'ai connu la période, quand j'étais chez Airbus, où le dollar était à 1,60. Il est actuellement à 1,20 à peu près. 1,16. Bon, 1,16 me paraissait être le nirvana, alors qu'actuellement, on dit l'euro est déjà fort. Moi, je l'ai connu à 1,60. Donc, c'est des choses qui peuvent revenir et qui impactent alors là directement les entreprises. Alors maintenant, j'en viens aux entreprises. Bon, un pays qui exporte 600 milliards d'euros par an
c'est-à-dire 20% du PIB, et des consommateurs qui achètent 60% de produits importés dans leur consommation, c'est très difficile de mettre en place des barrières protectionnistes, même si on le souhaitait. Ce serait se tirer une balle dans le pied de manière assez considérable. Ceci ne doit pas nous conduire à la naïveté. Et je ne vais pas reprendre un certain nombre de choses, mais effectivement, dans un monde où les règles de l'OMC ne sont plus respectées, dans un monde où nous assistons quand même à la compétition entre 3 grands blocs, il va bien falloir que l'Europe adopte des procédures qui lui permettent de continuer à vivre. Je dis bien de continuer à vivre. Le déferlement de produits chinois en Europe, il est pour demain matin. Quand on voit les capacités gigantesques de production chinoise. Moi, j'accompagne avec plaisir une petite start-up qui fait des micro-réacteurs nucléaires pour produire de la chaleur. Ils sont allés en Chine. On leur a dit, mais tout ce que vous voulez, on vous le vend à moitié prix par rapport à ce que vous trouvez en Europe, y compris le combustible, ce qui d'ailleurs poserait un problème. Sur les éoliennes, 30% moins cher, livrées dans les ports européens. Est-ce que ça peut continuer éternellement ? Si on ne veut pas se faire complètement balayer, il va bien falloir qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises. Des mesures de défense commerciale, celles qu'on vient de prendre sur l'acier, mais je pense qu'il va le falloir prendre malheureusement sur d'autres sujets. Et deuxièmement, de la protection aussi d'industries émergentes. On n'arrête pas de dire la décarbonation, la transition écologique vont créer des activités nouvelles, évidemment. Mais si ces activités nouvelles sont une formidable pompe aspirante de produits chinois, je pense que l'industrie européenne et l'industrie française en particulier ne vont pas en sortir gagnantes. Donc je pense que nous ne pourrons pas éviter cela. Mais je pense que la principale riposte, c'est d'essayer d'accroître, au contraire, de réduire nos dépendances, en diversifiant nos relations. Vis-à-vis des États-Unis, si les États-Unis ne veulent plus de nous, moi j'étais contre le Mercosur, parce que je suis sensible aux paysans. J'ai changé d'avis. Je ne sais pas s'il ne faut pas signer le Mercosur. Parce que il faut regarder quels sont les continents avec lesquels on peut travailler qui ne sont pas chinois, qui ne sont pas américains. Il y a évidemment l'Amérique latine, il y a aussi l'Inde, bien sûr, il y a le sud-est asiatique qui a été complètement matraqué par Trump et qui doit quand même avoir également le souci de se diversifier. Donc je pense que ça ouvre des perspectives qu'il faut être capable de saisir. Je ne vais pas mentionner le Japon et la Corée, mais ils sont inclus dans mon cœur, puisque j'ai passé une partie de ma vie au Japon. La réduction des dépendances, c'est aussi la capacité à nous-mêmes devenir un continent innovant. Je reviens au rapport Draghi. Je pense, mais je m'exprime à titre strictement personnel, Pierre-André, je ne veux pas engager la fabrique de l'industrie, mais je pense qu'avec la gouvernance actuelle de l'Europe, nous ne mettrons pas en œuvre le rapport Draghi. La gouvernance de l'Europe, elle est à bout de souffle. Et on le voit sur tous les sujets. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde comment on peut remettre à plat cette gouvernance. Je ne propose pas de changer les traités, c'est impossible. C'est une usine à gaz. Mais comment on peut revoir cette gouvernance avec une commission qui a étendu son domaine aux limites des traités, quelquefois au-delà des limites,
avec 27 pays, et surtout avec une lourdeur bureaucratique qui devient absolument insupportable. Donc je pense que nous avons à réfléchir à la gouvernance de l'Europe si nous voulons que l'Europe soit capable de faire face à des continents aussi unifiés que les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et je pense que cette gouvernance passera par une liberté plus grande aux États de s'associer entre volontaires. C'est ce que a été évoqué tout à l'heure. Il faut que les volontaires puissent s'associer. Je viens de signer avec mes anciens collègues d'Airbus allemands et ceux de BAE et de Rolls-Royce en Grande-Bretagne une tribune qui est tombée en France, évidemment, dans une période particulièrement mouvementée, dans laquelle nous proposons la création d'une agence européenne de l'armement qui soit constituée de pays volontaires, y compris la Grande-Bretagne, évidemment, ce qui d'ailleurs pose un problème, fait que la Commission ne pourrait pas en être l'instigatrice ou la modératrice, mais que les pays qui le souhaitent et qui ont les capacités pour cela se réunissent pour créer cette agence et que nous ayons une agence, comme on dit en franglais, de procurement commune qui définisse les programmes sur la base de spécifications opérationnelles définies par les États, évidemment, mais qui définissent les programmes, lancent les compétitions européennes sur les matériels, fassent les choix et mènent le contrôle des programmes. Et je pense que c'est comme ça que l'Europe va pouvoir réagir. Merci, Monsieur Gallois. On va avoir l'occasion de continuer le débat sur ces sujets. On voit que vous êtes passionné. D'ailleurs, vous êtes passionnant. Les 3 minutes ont été légèrement dépassées, mais c'est pas grave. On a entendu le mot armement, et donc ça me fait une très bonne transition avec Cyprien Canivinck de chez Thales, qui va nous parler un petit peu, si j'ai bien compris, de la spécificité du militaire dans ces questions de libre-échange. Je précise que Denis Rank a signé aussi. Ah, alors vous êtes doublement engagé. La parole est à vous, Cyprien Canivinck. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez tous et toutes successivement évoqué des mesures allant remédier certaines faiblesses du libre-échange et revenant sur quelques éléments de liberté de cet échange. Donc je pense qu'intervenir en dernier pour cette première présentation donne l'occasion de donner l'exemple même d'absence de libre-échange. Parce que s'il y a bien un domaine d'activité dans lequel le principe même de libre-échange n'existe pas, c'est celui de la défense. Tous les traités internationaux qui décident des modalités d'échange international, qu'il s'agisse de l'OCDE, de l'OMC, de l'Union européenne, excluent systématiquement, prévoient des clauses particulières liées à la défense. Donc, il n'y existe pas de libre-échange dans le domaine de la défense. Pour une raison relativement évidente, liée aux caractéristiques propres du matériel de défense. Tous les matériels de défense ne sont pas létaux, loin s'en faut. Pour autant, ils contribuent à des éléments de létalité nécessaires à la défense d'une nation. Et quand on va un peu plus loin sur cette défense d'une nation, on voit bien qu'au cœur même de la souveraineté d'un État ou d'un ensemble d'États, lorsqu'ils cherchent à partager une partie de leur souveraineté, il y a une volonté d'avoir les meilleurs équipements de défense afin de se prémunir ou de se défendre face aux attaques ennemies. Et donc, refuser l'export d'un matériel de défense à une entreprise de défense permet à un État, quel qu'il soit dans le monde, d'assurer une forme de préservation de sa supériorité technologique afin de faire face à l'ennemi potentiel ou le dissuader d'attaquer. Donc, il n'y a pas de libre-échange, pour autant on sait bien qu'il y a de l'échange dans le domaine de la défense. Vous connaissez probablement cette institution de Stockholm qui fait le décompte des échanges qui existent dans le monde dans le domaine de la défense. La France fait partie de ces nations qui exportent significativement, qui font partie des pelotons de tête dans le domaine de la défense, étant successivement troisième ou en deuxième position des capacités d'exportation.
Et donc on voit bien que pour la France, qui est un exportateur de défense, pour ses acteurs industriels, que ce soit les grands groupes comme Thales et les autres, mais également pour l'ensemble des entreprises de rang 2, 3, 4, qui contribuent tous à la base industrielle et technologique de défense, exporter est important. C'est important pour ces entreprises, puisqu'il y a une capacité de production, et donc chercher à avoir plus d'un client au-delà de la France est important. Mais c'est également important pour la France elle-même, puisque avoir la capacité d'avoir des acteurs de rang internationaux permet deux choses, enfin, au moins deux choses. La première, c'est de rentabiliser sur des coûts d'investissement significatifs de recherche et développement, de les rentabiliser sur des revenus plus élevés à travers un soutien aux exportations, c'est évident. Et donc ce qui réduit d'autant la facture pour la France, et qui vit de la France, mais c'est exactement le même raisonnement pour l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, la Chine ou l'Arabie Saoudite. Et puis bien sûr l'autre facteur important, c'est celui du rayonnement et du partenariat de puissance entre un État et un autre. Partager le même équipement militaire ou soutenir des industriels de la défense qui vont exporter vis-à-vis de quelques partenaires contribue à partager une vision commune, à partager parfois des modalités opérationnelles communes d'engagement militaire. C'est le cas avec les États les plus proches de la France. Et donc, choisir ses alliés au plan des relations internationales passe également par un soutien aux exportations. Et donc, la réconciliation de ces deux éléments, le libre-échange n'existe pas et en même temps l'échange n'est pas omniprésent, mais un facteur majeur à la fois de puissance d'un État et un élément économique majeur, bien évidemment, pour un industriel tel que Thales, se réconcilie en France à travers une commission interministérielle. On passe toujours par l'administration à un moment ou à un autre. Commission interministérielle qui est chargée d'exprimer un avis sur l'exportation, avec un avis positif ou négatif qui s'appelle la SIEMG, effectivement, la commission interministérielle d'études sur les exportations de matériel de guerre, qui s'applique également sur le matériel à double usage, donc défense et civil, qui vise à donner une validation ou une non-validation des exportations. Et donc ce principe d'échange consenti par un État, je prenais l'exemple de la France, mais était universel. En tout cas, moi, je ne connais pas d'État, que ce soit en Europe, enfin dans la sphère OTAN, en Asie ou en Amérique latine, qui applique des règles différentes que celles-ci. Et donc, pour ce contexte de libre-échange qui n'existe pas, on a à la fois une sauvegarde des intérêts nationaux, un accompagnement des acteurs de la défense qui vont être liés avec un ensemble de clients choisis sur une liste bien établie qui dépend des relations internationales qui peuvent par ailleurs évoluer. Et ce contrôle des exports passe, et puis on pourra peut-être en discuter plus avant, passe également par un contrôle de la localisation de la production, puisqu'on sait bien que dans la mondialisation des échanges, il y a l'échange en tant que tel, mais également la capacité pour toutes les entreprises que nous représentons d'avoir des localisations de production et de production manufacturière et de services dans l'ensemble du monde. Et ces échanges-là aussi, de savoir, de capacité de production, font l'objet d'une attention particulière et bien sûr d'un veto de chacun des États. Merci beaucoup pour ce panorama. Alors, on va lancer les hostilités, j'allais dire, on va lancer le débat. Je vais demander à chacune et chacun d'entre vous peut-être de donner les exemples les plus précis possibles, les anecdotes dans vos entreprises aussi de ce que vous vivez, parce qu'on a la chance d'avoir ce soir un public très qualifié. Et donc je pense que c'est peut-être ça, la valeur ajoutée que vous allez pouvoir aussi avoir pour eux. Je commence avec Anne-Marie Idrac. Le secteur de la logistique, au fond, est certainement l'un des mieux placés pour constater les éventuelles reconfigurations de chaînes de valeur en cours. Qu'est-ce que vous voyez ? Parce que quand on entend certains économistes spécialistes du sujet, finalement, il n'y a pas tant de reconfigurations que ça, ou elles ne sont pas forcément celles qu'on attendait. Oui. Excusez-moi, je voudrais réagir sur deux choses avant, mais je vais en parler. Vous savez pourquoi Louis a, comme d'habitude, raison, en l'occurrence, de dire que le rapport Draghi, ça ne peut pas marcher. C'est parce que le rapport Draghi, ça dit il faut être sélectif, il faut faire des focus et il faut décider de manière coordonnée.
Et ça n'est pas compatible avec un gouvernement à 27. Et espérons d'ailleurs que ce risque de la dispersion et du saupoudrage n'atteigne pas les quelques outils français que nous avons. Bon. Et puis la deuxième petite chose que je voudrais dire, c'est que dans les outils, dans les réactions, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup, en particulier dans les milieux de l'automobile, mais pas seulement, et c'est un peu par rapport à l'histoire de l'Allemagne, la question de l'Allemagne, c'est l'histoire du local content. Et moi, je me souviens d'une visite récente au salon de l'auto de Shanghai, où on leur a dit, écoutez, nous, vraiment, on a adoré être avec vous sur la session des technologies, de local content, de la formation de personnels locaux, etc. Vous nous avez tellement appris, please, venez faire la même chose en Europe. Bon. Et c'est une idée qu'on commence à entendre dans les milieux européens. La logistique, bon. Alors la logistique, d'abord, je veux vous rassurer, la logistique, ça passe. Alors, on n'est pas dans ça passe ou ça casse, c'est ça passe ou ça passe. Quand le canal de Suez est bloqué, on fait le tour de l'Afrique. Ça prend plus de temps, c'est plus de kérosène, c'est un peu plus dangereux, les coûts d'assurance augmentent, mais ça passe. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque, je veux dire, de rupture systématique des approvisionnements. Il y a des retards, on le voit bien, dans les chaînes de valeur, telle pièce qui n'arrive pas, telle chaîne de production qui est obligée de se reconfigurer, de s'approvisionner autrement, les entrants qui se déplacent. Bon. Mais il n'y a pas de risque global. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, il n'y a pas vraiment de grands mouvements. Hein. Et quand on parle de nearshoring ou friendshoring, des chaînes plus sympathiques pour diversifier les approvisionnements, c'est pas encore complètement visible dans les chiffres. Enfin bon, vous l'avez dit, les économies, ça se voit pas vraiment. Ça commence à apparaître. Moi, il y a deux choses qui me frappent beaucoup, mais qui sont pas complètement liées à Trump. Hein. C'est l'évolution de la Chine, du mouvement vers Made in China en direction du Made by China. Avec en particulier, évidemment, tout le monde le sait, les sous-traitances qu'ils font en Asie du Sud-Est, voilà, bon. Mais aussi, on voit en Turquie, et un tout petit peu, ça pointe le bout du nez, en Hongrie, en France, pas encore tellement. Bon, voilà. Donc ça, c'est une reconfiguration, mais qu'on voit depuis un moment et qui explique qu'il y ait sur les équipements logistiques, c'est-à-dire sur les ports et sur les entrepôts, qui sont en fait l'essentiel. Hein. Beaucoup de gens croient que c'est les transports, mais l'essentiel, ce sont ces chaînes-là. Bon, ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième chose qui me frappe, c'est la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Alors là, Trump, il donne un grand souffle nouveau, supplémentaire, je ne sais pas si on en avait besoin, à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour deux choses dans la logistique. La première, c'est l'agilité dans le maquis réglementaire. Parce qu'effectivement, quand il faut prévoir des droits de douane, et peut-être plus encore des obstacles non tarifaires, et en particulier tout ce qui est les normes sanitaires, etc., etc. Quand il faut les prévoir pratiquement au jour le jour, alors que vous avez des bateaux, des camions, etc., qui continuent à circuler, il y a un beau boulot de back-office pour lequel l'IA aide énormément. Et la deuxième chose sur laquelle l'IA aide énormément, c'est que dans ces reconfigurations incertaines, compliquées, coûteuses, évidemment, l'IA peut aider pas mal à l'optimisation du remplissage des véhicules, détournés, y compris en utilisant le premier outil dont j'ai cité. Voilà, les droits de douane ont changé la semaine dernière. Bon, il faut quand même 28 jours hein, pour faire un circuit global du fin fond de la Chine jusqu'à un consommateur européen. Bon, voilà, donc c'est ça qui monte, me semble-t-il, beaucoup. Bon, voilà, la conclusion générale, c'est que on s'adapte. Enfin, c'est une profession qui s'adapte. Évidemment, ça coûte plus cher. Et si ça coûte plus cher, ça sera sans doute moins propice à des évolutions de décarbonation que pourtant on souhaite par ailleurs. Merci beaucoup. Comme vous me l'aviez dit dans l'entretien préparatoire, donc la logistique, c'est comme l'eau, hein, ça passe toujours partout. Isabelle Patrier, je vous laisse enchaîner sur la question énergétique, bien entendu. On avait l'habitude, nous, en Europe, de s'approvisionner auprès des Russes en gaz. Aïe. On fait venir d'autres énergies d'ailleurs. Enfin bref, on sent
qu'on est dans un moment de reconfiguration. Elle a démarré il y a quelques années, mais elle n'est pas encore achevée. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'Europe, notre continent, est au rendez-vous des défis énergétiques du moment ? Oui, vous avez 3 heures. Oui, c'est un peu long. Hein, mais... en fait, il y a 2 sujets sur l'énergie. Il y a un sujet effectivement de changement de modèle de façon très brutale. Et c'est ce que vous aviez mentionné tout à l'heure, c'est la brutalité du changement de monde. L'énergie a vécu ce changement. On était sur un gaz pas cher, un carburant pas cher qui arrivait par des tuyaux depuis la Russie. Aujourd'hui, on a des imports de gaz qui passent par une chaîne logistique qui donc nous coûte plus cher, parce que ça arrive de plus loin, parce qu'il y a une rupture de charge logistique, et puis parce que il va falloir le remettre à une puissance, puisque c'est du gaz naturel liquéfié. Donc forcément, tous ces changements de charge entraînent une augmentation de prix. Et puis une dépendance, parce qu'on a une dépendance qui s'est déplacée d'un côté vers l'autre. On avait une dépendance vis-à-vis de la Russie avec un modèle allemand qui, soi-disant, était une très belle industrie, très compétitive. En fait, c'était une industrie très compétitive parce qu'elle avait une énergie pas chère, le gaz pas cher. Et puis, de l'autre côté, vous avez des carburants qui vont être importés d'Asie, d'Inde en particulier. Probablement que certains auront fait le tour du monde pour arriver depuis la Russie en faisant des stops en Inde et en arrivant chez nous à la fin. Mais à la fin, on va payer tout ça beaucoup plus cher. Donc ça a changé un peu le mode d'approvisionnement. Donc ça, c'est le premier point, changement de modèle. Deuxième changement, c'est que l'Union européenne a décidé de faire une transition énergétique avec des objectifs très ambitieux, qui dans la réalité, je vais vous donner les chiffres de la France, nous, chaque année, on s'attend à une diminution de 4%, parce que c'est ce qui est prévu, c'est entre 4 et 5% par an qui était prévu dans la trajectoire énergétique, dans la baisse des carburants, pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, et donc à nos imports. Aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, c'était moins 0,4, c'est-à-dire 0. L'année d'avant, c'était exactement la même chose. Donc en fait, nous, on passe notre vie à revoir nos plans d'import pour importer des essences et du diesel sur le territoire européen, alors qu'en parallèle, on a investi des milliards, on a investi ces 4 dernières années 8 milliards, dont la moitié dans la transition énergétique. On s'est déconnecté du réseau, ça a été à hauteur de 2 TWh sur le premier semestre. Parce qu'en fait, on n'a même pas retrouvé le niveau de consommation d'électricité d'avant Covid. On est à moins 7%. Là, vous parlez de la France ? Je parle de la France. On a notre consommation de gaz qui a baissé de 29%, et c'est pas la sobriété, c'est parce qu'en fait, on parle de réindustrialisation, mais vous avez tout un tas d'un tissu industriel qui s'est arrêté de consommer. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez en plus dans un système européen qui surréglemente, qui réglemente immédiatement, qui transpose en plus en France très vite, qui surtranspose parfois. Et je vais vous raconter 2 histoires. La première, c'est quand vous voulez transformer une raffinerie en bioraffinerie. Comme vous investissez, c'est le cas, on a arrêté en 2020 notre raffinerie, la seule d'Île-de-France, inaugurant 67 par Pompidou, donc on est sur du temps long quand même dans l'industrie quand on investit. On décide d'investir 500 millions d'euros. Comme vous êtes à 500 millions d'euros, vous passez les seuils de la Commission nationale du débat public, 12 mois, si toutefois il y a des élections. Je vous déconseille de le faire en ce moment, parce que on sent qu'il va y avoir un certain nombre de choses potentielles. Vous rajoutez la période électorale, donc nous 14 mois, parce qu'il y a eu les municipales qui se sont déportées. Après, vous êtes sur un site Céveso seuil haut. Malgré tout, vous devez déposer l'étude environnementale 4 saisons, donc 4 saisons, 12 mois. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une diversité sur un site Céveso inaugurant 67. Quoi qu'il en soit, vous recommencez, vous déposez un permis, plus les recours, 18 mois. Et en fait, une usine que vous arrêtez en 2020 ne démarrera finalement son chantier que 4 ans plus tard. Et nous, elle ne démarrera que l'an prochain. Et elle fera des SAF, donc des Sustainable Aviation Fuel, donc des carburants d'aviation durable. Et je ne sais même pas s'il y aura un marché pour ces carburants fabriqués en France, avec des investissements français, des emplois français. Zéro soutien, alors qu'on sera probablement arbitré par des SAF chinois très soutenus
pas du tout les mêmes règles que les nôtres. Deuxième sujet, on parle de transition, donc nous on s'est mis dans la chaîne intégrée de l'électricité. Donc on produit notre électricité sur le territoire français, on a 2 gigawatts, 2 gigawatts c'est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires de puissance renouvelable installés, avec des panneaux solaires. On avait 2 usines, on les a fermées, puisque on s'est fait arbitrer par les panneaux solaires chinois. Des éoliennes, vous l'avez dit, qui viennent d'Asie. Et finalement, on produit ces 2 gigawatts, on les met à disposition sur le réseau, et on s'est quasiment déconnecté la moitié, 2 tiers de l'année, depuis le 1er janvier, parce que pas de demande. Donc en fait, on n'existe pas. Donc on a financé avec le Green Deal des filières, on a fixé des objectifs de transition. Les politiques ont choisi la technologie, ils ont choisi que la voiture serait électrique, donc en fait tout le monde s'est mis dedans, mais au fond, on n'a pas protégé nos industriels, et aujourd'hui on est en plein décalage entre la transition qui a été produite par tous les énergéticiens, je parlais des 3 grands que nous sommes, avec EDF et Engie, on s'est déconnecté du réseau, on a trop d'énergie décarbonée, pas assez d'énergie carbonée, avec une dépendance qui s'est déportée de l'autre côté de l'Atlantique et vers l'Asie. Mais au fond, notre souveraineté, on ne l'a toujours pas retrouvée. Voilà, c'est des exemples un peu concrets que je vous partage du vécu de l'énergie, des équilibres énergétiques d'aujourd'hui. Merci pour ce témoignage passablement déprimant. On va voir si Louis Gallois, en réaction, va apporter une touche d'optimisme, mais rien n'est moins sûr. Que vous inspire ce panorama, avec à la fois, vous avez dit, des prix de l'énergie très élevés en Europe, mais on pourrait le rappeler, beaucoup plus faibles aux États-Unis aujourd'hui et en Chine, donc avec un vrai déficit de compétitivité, mais également les États-Unis qui utilisent, vous vouliez en parliez, Louis Gallois, les tarifs douaniers comme des armes, y compris vis-à-vis de leurs alliés, et puis, pour ne rien arranger, évidemment, une machine exportatrice industrielle chinoise qui tourne à plein régime et qui a décidé d'orienter la majorité de ses produits sur notre continent. Oui, une des causes racines de nos problèmes, c'est le retard européen en productivité, en innovation et en présence sur les technologies numériques. Bon, alors c'est ça qu'il faut prendre en compte. Vis-à-vis de la Chine, sur un certain nombre de produits, nous sommes devenus un pays émergent. Eh bien, il faut se comporter comme un pays émergent. C'est-à-dire qu'il faut faire ce que les Chinois ont fait dans le passé, que j'ai pu voir chez Airbus et chez PSA, c'est créer des joint ventures avec les Chinois en Europe pour apprendre avec du transfert de technologie et 50-50. C'est ce que Carlos Tavares a fait à Saragosse avec une usine de batteries commune 50-50 avec CATL, qui est le numéro 1 mondial des batteries, sur la nouvelle technologie fer phosphate, qui est une technologie qui est amenée à se développer puisque c'est beaucoup moins cher, c'est moins puissant que le lithium-ion, mais c'est un avantage de prix considérable. Voilà. Eh bien, je pense qu'il va falloir faire, parce qu'on est infoutu de faire des batteries correctement en Europe, actuellement. Permettez-moi cette petite relance, mais Monsieur Gallois, qu'est-ce qui vous fait croire que les Chinois accepteraient de tels pactes ? Il faut faire comme les Chinois. Il faut leur dire, si vous voulez continuer à exporter, il va falloir que vous passiez par là. Moi, je me souviens quand j'étais chez Airbus, il y a date de prescription est passée, donc je peux le raconter. J'ai été reçu par un vice-premier ministre chinois qui avait une abondante délégation, et au bout de la délégation, il y avait le patron de Comac, qui est la compagnie qui fait des avions en Chine. Et le vice-premier ministre, il m'a dit, si vous voulez, Monsieur Gallois, on vous aime beaucoup, on aime beaucoup les avions d'Airbus, mais si vous voulez continuer à exporter chez nous, il va falloir travailler avec ce monsieur de Comac. Et il a dit la même chose à Boeing. Donc voilà, on a installé une usine en Chine, c'était pas complètement lié, mais les choses se sont passées ainsi. Installer une usine en Chine avec des Chinois qui ont pu, comme cela, apprendre progressivement à faire des avions.
Et je pense que, eh bien, il va falloir faire pareil. Et je le dirais, à titre presque de plaisanterie, y compris sur les réacteurs nucléaires. Parce que les EPR ont été faits en Chine de manière magistrale. Bien sûr, Taishan versus Et donc, il faut se poser la question de savoir si on n'a pas un moyen de travailler avec eux. C'est pour ça que moi, je ne suis pas contre le fait qu'on travaille avec les Chinois. Mais il faut travailler avec les Chinois comme, en tenant compte de la réalité telle qu'elle est. C'est que sur un certain nombre de domaines, nous sommes des pays, nous sommes un continent émergent. Et qu'il faut maintenant prendre ça en compte dans notre politique douanière et dans notre politique de coopération avec les entreprises chinoises. Si je peux me permettre juste de rebondir un instant, dans la question des batteries, c'est finalement plus seulement une question d'apprendre les savoir-faire chinois qui sont bien entendu plus avancés que les nôtres, c'est aussi une maîtrise de toute la chaîne qu'ont les Chinois. Est-ce qu'on met ça aussi dans la balance des discussions avec eux ? La chaîne d'approvisionnement, bon, il y a le lithium, dont on sait qu'il est très largement raffiné en Chine, mais ça, on va en sortir. Moi, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Il y a du lithium partout dans le monde, y compris en France, à la fois dans l'Allier et en Alsace. On va en sortir de cette affaire du lithium. Et quand on fait des batteries fer-phosphate, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Bon, il faudra trouver du manganèse, mais ça existe dans le monde. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Ce que nous apportent les Chinois, c'est un savoir-faire. Ce n'est pas la technologie des batteries. On sait faire des batteries. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en faire en millions de batteries. Très vite. Et que donc, il faut que nous apprenions l'industrialisation de ces productions. Et pour cela, encore une fois, je le dis, travaillons avec ceux qui savent faire. Travaillons avec ceux qui savent faire en leur imposant nos conditions. On est un marché d'une telle ampleur pour la Chine qu'on doit pouvoir quand même un peu discuter. Isabelle Patry, vous vouliez réagir, mais après, très vite, on va donner la parole à Cyprien. Oui, je voulais réagir, merci. En effet, nous qui sommes dans la première gigafactory de batteries française, mais je la connais bien, avec Stellantis et Mercedes, on s'est un peu trompé de combat aussi. On a décidé de faire des batteries sans haute technologie sur le territoire français, en imaginant qu'on allait recycler des opérateurs automobiles pour faire des batteries. Et nous qui sommes, je pense, l'un des leaders mondiaux des batteries de haute technologie, avec Saft, qui est une marque de Total Energy, la batterie, c'est de la chimie. Et faire de la batterie avec de la chimie, avec des opérateurs qui font de l'assemblage, à un moment donné, on s'est peut-être aussi un petit peu trompé de combat. Il faut qu'on fasse de la haute technologie sur le territoire. D'accord. Merci beaucoup. Le Suédois Northvolt s'est cassé la gueule. Il était parti le premier. Voilà. Il avait l'appui de Volkswagen. Pas n'importe qui, quand même, hein, Volkswagen. Moi, je pense que ACC, avec Total, Stellantis et Mercedes, on s'en sortira, parce que c'est trois entreprises puissantes qui y arriveront. Espérons, soyons optimistes. Alors, Monsieur Canivinck, merci de prendre la parole maintenant. Je voulais vous poser la question du partage de technologies dans la défense. Évidemment, quand on parle de défense et de libre-échange, vous disiez qu'il n'y a pas de libre-échange dans la défense, mais enfin, il y a quand même des échanges avec des conditions, vous en avez parlé, et notamment parfois des conditions qui sont quand même très difficiles à satisfaire pour certains acteurs. Et vous avez des exemples, je crois, très intéressants sur le partage des technologies, notamment avec l'Inde, de mémoire. Et puis aussi sur la question de la robustesse des approvisionnements. J'aimerais vous entendre, puisque au moment où les alliances sont remises en cause, cette question semble de plus en plus critique. Le transfert de production est devenu, comme vous le rappeliez, Louis Gallois, une condition nécessaire à la capacité d'exportation, dans la mesure où plus les États investissent, plus ils s'attendent à ce qu'il y ait des retours économiques, sociaux et de souveraineté sur leur territoire. Et par ailleurs, on est bien placé en tant que Français pour le savoir, puisque en développant notre base industrielle et technologique de défense, on cherchait non seulement à avoir une souveraineté, une autonomie stratégique, mais également avoir une capacité de résilience, comme on dit désormais, économique et industrielle et sociétale forte. Et donc, on n'est pas les seuls à le faire. L'ensemble des pays du monde qui investissent significativement dans la défense le font. Si on regarde ce qui se passe actuellement en Europe, passer, disons, de
points de PIB, à 3 points de PIB dans la défense, ou voire à 4 ou à 5. À chaque point de PIB supplémentaire qu'on ajoute, en étant généreux sur les arrondis sur le PIB de l'Union européenne, on ajoute 200 milliards de dépenses de défense. Ça ne veut pas dire que tout passe par les achats, par le procurement, mais une part de ces 200 milliards existe pour la défense. Donc ça implique qu'un État polonais, par exemple, qui maintenant investit à hauteur de 5 points de PIB dans sa défense, attend un retour sur son territoire. De même pour l'Allemagne, qui a une trajectoire qui va investir par an dans la défense d'ici la fin de la décennie 160 milliards par an. Pour rappel, on est aux environs de 50-60 en France. 160 milliards d'euros dans la défense par an. Il y a une attente, une exigence de retour technologique, industriel, etc. Et donc ça implique pour les acteurs qui en font partie sur une base nationale d'avoir une commande qui se développe rapidement. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans une logique de partenariat, d'échange, à défaut qu'il soit libre, cet échange, il y a des exigences de transfert de production. Donc c'est ce qu'on observe en Europe, lorsque les Belges passent des commandes à des acteurs français, allemands, américains. Ils attendent un retour sociétal, c'est l'expression qui existe. Mais c'est le cas également dans le reste du monde. Les pays du Moyen-Orient, d'Inde, d'Asie du Sud-Est l'expriment clairement. Donc en Inde, il y a un système qui s'appelle le Make in India, qui est très simple. Ça ne s'applique pas simplement au secteur de la défense, mais à un ensemble de secteurs pour lequel les règles sont relativement complexes, mais environ 50% du contenu d'un produit doit être fait en Inde. En Arabie Saoudite, il y a des contraintes de saoudisation, des objectifs de saoudisation qui font qu'une part significative de la valeur ajoutée doit être faite en Arabie Saoudite. Et avec des règles de recrutement de nationaux, de ressortissants d'Arabie Saoudite dans les effectifs, principalement de joint venture que vous évoquiez tout à l'heure, afin de développer la capacité industrielle locale. Pour reprendre un autre exemple du Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis, qui a une feuille de route technologique et industrielle de plusieurs années et qui suit cette feuille de route avec ambition. Il y a à la fois la volonté de faire émerger un champion national dans le domaine de la défense qui s'appelle Edge, et en même temps d'accompagner à travers des systèmes de compensation industrielle, d'offset, la localisation d'acteurs internationaux. Donc on voit bien que chaque pays, qu'il s'agisse des pays européens ou des pays du monde qui investissent massivement, significativement dans la défense, attendent ce type de transfert de production, de maintenance, dans une logique de souveraineté et dans une logique industrielle. Et ça s'accompagne parfois de transferts de technologies qui ne sont pas forcément des transferts d'un pays A à un pays B, puisqu'on voit apparaître une logique de technologie commune, internationale. Évidemment, ce n'est pas une idée nouvelle. Le cas d'Airbus en est un. Le cas de MBDA, par exemple, qui est un acteur multinational évident. Thales est un groupe international avec plusieurs pays cœurs de souveraineté en France, au Royaume-Uni, en Belgique, etc., qui accompagne cette démarche de technologie commune. Et ces technologies communes servent des efforts de mise en commun de moyens, bien sûr. C'est toute la démarche actuelle dans le domaine de l'Europe de la défense, avec des efforts d'achat conjoint, mais également une logique d'interopérabilité des forces. Lorsque l'armée de terre française et l'armée de terre belge ont des moyens militaires communs, ça permet d'avoir des moyens parfaitement interopérables. Lorsque la France et l'Italie ont des frégates relativement proches, ça permet également d'avoir des moyens beaucoup plus interopérables. Et on pourrait multiplier les exemples ainsi. Et le dernier exemple en date, c'est celui de l'annonce par le Danemark de s'équiper en moyens de défense aérienne franco-italien, appelé SAMPTE, pour le système de défense aérienne moyenne portée terrestre, qui est là aussi la marque à la fois d'une vision de développement de capacités européennes, mais également qui va impliquer, bien sûr, comme dans tous les pays que j'ai évoqués, une part locale à travers du transfert de production qui est faite dans un ensemble de pays, et le Danemark n'y fait pas exception, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Canivac. Le temps nous est compté, mais on va pouvoir prendre, je pense, 1 ou 2 questions de la salle, très rapides, puisqu'on a 3 minutes avant la conclusion de Jean-Marc Daniel. Bonsoir, Amine Chahirwa de Business France. On relève qu'en plus des enjeux tarifaires et réglementaires
Il y a aussi des enjeux liés aux briques manquantes dans les chaînes de valeur sectorielles. Louis Gallois a évoqué, entre autres solutions, la possibilité de partenariats technologiques, industriels. Quid des briques, de la brique financière si elle s'avère manquante en termes de gros investissements? Alors, qui veut prendre cette question? Peut-être Louis Gallois? Je n'ai pas la solution dans ma poche de la brique financière, mais vous avez raison, la question du financement est décisive. Tout à l'heure, Christian de Boissieu évoquait l'unification des marchés des capitaux. Moi, je demande à voir, pourquoi pas, mais ça ne va pas générer de la profondeur de marché de soi. Il va falloir des instruments qui créent de la profondeur de marché pour qu'il y ait des financements qui soient orientés vers l'innovation, etc. Ce qui nous manque, c'est la profondeur de marché en France et en Europe. Or, l'épargne est massive en Europe. En France, elle est massive, 19% du PIB actuellement. C'est trop d'ailleurs. En Europe, elle est massive, mais cette épargne ne va pas vers l'investissement productif. Cette épargne va en France vers l'immobilier, vers l'assurance vie, vers les caisses d'épargne, parfois vers les États-Unis. L'Europe exporte 300 à 350 milliards d'euros chaque année aux États-Unis. Et il faut donc que nous soyons capables de faire en sorte que cette épargne s'oriente vers l'investissement productif, avec le fait que les Européens ne sont pas habitués à la prise de risque comme le sont les Américains. Et que donc il faut trouver des moyens d'intermédiation, de mutualisation qui permettent de réduire le risque, parce que de toute façon, la compensation qui est aux États-Unis est celle du haut risque, qui est celle de la très haute rentabilité, nous ne l'aurons pas rapidement en Europe. Donc il faut diminuer le risque, puisqu'on est à un niveau de rentabilité qui est plus faible. Mais l'objectif d'orienter l'épargne vers l'investissement productif est décisif, parce qu'on voit bien que les financements publics atteignent un plafond et qu'ils ne pourront pas aller très, très au-delà, et en France en particulier. Merci à tous. Il est 20h30, donc je crois qu'on va laisser la place à la conclusion de l'éminent Jean-Marc Daniel avant de filer au cocktail qui vous attendra, si j'ai bien compris, au sous-sol.